Si vous êtes un réseau social, activer, c'est vous avez récupéré l'adresse email de quelqu'un. Si vous êtes un SaaS, activer, ça peut vouloir dire avoir fait installer un dashboard. Donc vous voyez, l'activation, c'est une étape qui peut être plus ou moins longue, plus ou moins compliquée, plus ou moins immédiate. Mais en tout cas, l'idée, elle est toute bête, c'est est-ce que vous avez réussi à obtenir des gens que vous avez acquis l'action que vous avez envie d'obtenir. La troisième chose, c'est qu'une fois que vous avez activé les gens, il faut les retenir. Donc c'est la rétention. Alors la rétention, c'est une étape essentielle puisque il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que si vous ne gardez pas les gens que vous allez acquérir, vous risquez de construire un château de sable. Et un château de sable, pourquoi? Parce que les chiffres en valeur absolue peuvent monter, ou encore pire, en cumulé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression que vous avez de plus en plus d'utilisateurs. Mais si tous les mois, vous perdez les utilisateurs que vous avez gagnés, c'est comme remplir un panier d'eau percée. Vous allez remplir d'eau, il y a énormément d'eau qui va couler, mais comme il est percé, ça va se vider. Alors ça se vide plus ou moins vite, mais c'est jamais très bon quand ça se vide. Et il faut que vous compreniez aussi que finalement, la valeur d'un business, c'est le repeat business. C'est très très rare les business transactionnels qui n'ont pas une valeur de repeat. Parce qu'à un moment ou un autre, vous avez besoin que les gens répètent le fait de revenir. Et c'est comme ça que vous allez construire de la valeur de long terme. Que vous soyez par abonnement ou par abonnement. Prenons un exemple. Vous êtes un site de e-commerce. Il n'y a pas d'abonnement sur un site de e-commerce. Mais si les gens viennent et réachètent et qu'ils ne repassent pas par un canal d'acquisition, votre deuxième vente est beaucoup plus bénéficiaire que la première, puisque vous n'avez pas payé pour l'acquérir. Donc la rétention, c'est quelque chose de très important et ça demande des stratégies en soi. Évidemment, en 4, alors là j'ai mis en 4 le revenu et en 5 le referral, mais vous pouvez inverser, vous allez comprendre pourquoi vous pouvez inverser. Quand vous avez un produit payant, la première étape, c'est le revenu. Quand vous avez un produit gratuit, la première étape, c'est le referral. Puisque en général, quand on a un produit gratuit, le revenu vient beaucoup plus tard. Vous êtes dans des stratégies complexes de revenus. Quand vous avez un produit payant, vous êtes dans des stratégies simples de revenus. C'est-à-dire que tout de suite, vous facturez quelque chose. Ce framework est assez génial pour une raison simple, c'est que s'il est bien implémenté, vous n'avez pas beaucoup à réfléchir sur les métriques que vous devez suivre. Pourquoi? Parce que chaque étape contient une métrique et une seule. Et vous n'avez qu'une seule métrique à suivre. L'acquisition, c'est le nombre de gens acquis divisé par le prix que ça vous a coûté de les acquérir. Donc ça vous donne un ratio d'acquisition. L'activation, c'est tout simplement le taux de conversion. C'est-à-dire, sur le nombre de gens que vous avez acquis, quel pourcentage vous avez réussi à activer. Et vous allez suivre un pourcentage. Donc c'est le taux d'activation. Sur la rétention, bah là c'est hyper simple. Vous allez suivre ce qu'on appelle une cohorte. Une cohorte, c'est quoi? Alors vous allez voir toutes ces notions demain en détail avec Gilles, mais une cohorte, c'est quoi? C'est le fait de suivre dans le temps des groupes d'utilisateurs et voir leur comportement d'après une temporalité. Par exemple, vous pouvez avoir une cohorte hebdomadaire. C'est-à-dire que vous allez non pas regarder votre nombre de gens qui se connectent, mais vous allez regarder qui s'étant inscrit en semaine 1 en 2014 est toujours utilisateur en semaine 20. Ça, c'est une cohorte. C'est des fameux tableaux que vous avez peut-être déjà vus avec des diagonales. Et le fait de suivre une cohorte, ça vous permet d'avoir non pas une vue cumulée sur ce qui se passe, mais d'avoir une vue très précise dans le temps pour voir si votre cohorte est positive ou négative. Les effets de cohorte sont énormes. Changer ne serait-ce que de quelques pourcents sa cohorte, ça peut changer un business du tout. Par exemple, un business SaaS par abonnement, donc vous facturez quelque chose par abonnement, qui gagnerait ne serait-ce que 10% d'utilisateurs actifs tous les mois et qui les garde 10% de plus, il en garde 10% de plus, ça a un effet de fois 512 à 3 ans. Pourquoi? Parce que les revenus cumulés ont un effet géométrique. Parce que les utilisateurs qui restent cumulés, vous pouvez voir comme des strates sédimentaires, c'est-à-dire que strate par strate, vous avez accumulé de la valeur et la valeur ne part pas. Alors que si vous perdez vos cohortes, vous pouvez toujours avoir la même image en tête, c'est que vous avez des strates géologiques, mais au fur et à mesure que vous rajoutez des strates en haut, les strates du dessous s'écroulent. Donc vous êtes sur un terrain frileux qui s'écroule, et ça, c'est pas bon. Donc un de vos buts, c'est d'avoir une cohorte qui soit en votre faveur. Alors l'idéal, les business extraordinaires sont les business dans lesquels les cohortes s'inversent. Donc qu'est-ce que ça veut dire une cohorte qui s'inverse? Imaginez que vous avez
100% des inscrits en semaine 1 passent à 80%. C'est-à-dire que vous avez perdu 20% des gens. Puis en semaine 2, vous passez à 40%. Puis en semaine 3, vous passez à 10%. C'est-à-dire que si vous prenez les gens qui étaient inscrits en semaine 1, au bout de 4 semaines, vous n'avez plus que 10% des gens qui sont actifs. Maintenant, imaginons que vous passez de 10 à 20. C'est-à-dire que la cohorte s'inverse. C'est-à-dire que des gens qui avaient abandonné le produit, parce qu'ils en ont entendu parler ailleurs, sont revenus et ont fini par devenir actifs. Ça, en général, quand on voit dans des business des cohortes qui s'inversent, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose de magique. Parce que ça veut dire que des gens qui n'avaient pas trouvé le produit à la hauteur, maintenant le trouvent extraordinaire. Parce qu'ils n'étaient pas convaincus, maintenant ils sont convaincus. Et c'est en ça que c'est hyper important de suivre les cohortes, c'est que ça permet de voir les mouvements de fond. Si vous regardez simplement les gens à travers une semaine, et si vous regardez simplement les gens en se disant « Ah, c'est génial, cette semaine, j'ai 3000 utilisateurs de plus », vous aurez beaucoup moins d'informations que si vous savez que ces 3000 utilisateurs étaient déjà inscrits sur votre site et c'est juste qu'ils ont commencé à le réutiliser. Donc c'est hyper important d'avoir cette vision temporelle des cohortes. On va revenir en détail sur tout ça. Le revenu, elle est simple, cette stat, c'est le chiffre d'affaires. En général, les business gratuits ont beaucoup moins de mal à présenter les business payants ont beaucoup moins de mal à présenter leur valeur que les business gratuits. Parce que par définition, il y a quelque chose qui fait l'unanimité, c'est l'argent. Si vous gagnez 1 et que vous dépensez 0,8, les gens comprennent que vous gagnez 0,20. Il n'y a pas grand débat. Donc les revenus sont une métrique importante. Alors quand vous êtes un business gratuit, il faut essayer de trouver une métrique qui représente la valeur de votre business. Donc la valeur de votre business, c'est quoi? C'est de vous dire qu'est-ce qui peut à terme produire de la valeur. Par exemple, chez Facebook, leur métrique revenu, c'était le nombre d'utilisateurs journaliers. C'était ça pour eux l'équivalent du revenu. Parce que le nombre de gens qui se connectent tous les jours et qui sont addicts à Facebook, c'est le core user qu'on peut monétiser. Et plus ce nombre est en explosion, et plus Facebook a de valeur. Si vous prenez par exemple Twitter, Twitter c'était le nombre de gens venant lire des tweets tous les jours. Enfin, c'est devenu le nombre de gens venant lire des tweets tous les jours. Parce que par définition, si les gens sont addicts à leur fil Twitter, un jour vous pourrez placer de la pub dedans et monétiser un pourcentage de cette pub. Si vous prenez Snapchat, c'est le nombre d'envois par jour et par personne. L'obsession de Snapchat, c'est que le nombre d'envois par jour et par personne explose. Parce que si le nombre d'envois par jour et par personne explose, ça veut dire que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez pouvoir monétiser à un moment ou à un autre un envoi sur 10, ou un envoi sur 20, ou un envoi sur 100, ou un envoi sur 1000. Peu importe, mais il existe forcément un pourcentage monétisable. Alors, c'est compliqué parce que, par exemple, si vous prenez Snapchat, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui refusent de mettre de l'argent dans Snapchat à cause du fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fait que la valeur soit dans le nombre d'envois par jour. Ça peut faire débat. C'est en ça que les boîtes gratuites sont compliquées. C'est que les boîtes gratuites et les boîtes consumer font débat. Alors que si vous avez quelque chose de payant et que vous vendez, soit les gens sont impressionnés par ce que vous vendez et par vos chiffres, soit ils ne le sont pas. Mais il y a rarement débat sur le sujet. Et alors, le referral, elle est très simple, la métrique. C'est le nombre de gens invités par canal de referral. Donc, je ne sais pas, par exemple, si vous avez un bouton share, vous allez traquer le nombre de shares qu'il y a sur une page donnée par jour. Si vous avez un bouton tweet me, vous allez traquer le nombre de tweets que vous avez par jour. Alors, ce framework, il est super intéressant, mais il est super dangereux aussi. Première erreur à ne pas faire, c'est de prendre toutes les 5 étapes et littéralement penser que parce qu'il y a une étape 1, il faut commencer par l'étape 1 et ainsi de suite. Ou encore pire, prendre les 5 étapes et vouloir les construire d'un coup. Ça, c'est encore pire comme erreur. Pensez-y, vous n'êtes pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de ressources, vous devez vous concentrer. Et vous devez vous concentrer donc dans un certain ordre et construire les choses de la bonne façon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute entreprise, elle commence toujours par quelque chose, c'est la rétention. Toute entreprise se construit d'abord et avant tout
sur la métrique de rétention. S'il y a une première métrique que vous devez regarder, c'est est-ce que vos cohortes sont bonnes ou pas. Si elles sont bonnes, vous pouvez passer à l'étape d'après. Si elles ne sont pas bonnes, il faut creuser dans les datas. On parle là du moment de la construction d'une boîte. On ne parle pas du moment où la boîte a été construite et on va suivre autre chose. Vous savez, je vous ai dit qu'il fallait regarder les métriques les plus en aval. Si vous appliquez ce que je vous ai dit vendredi dernier ou jeudi dernier, vous allez regarder revenus ou l'équivalent, ce que j'ai appelé la life metric. Mais vous ne pouvez pas commencer par la life metric si vous êtes en train de construire votre business. Si vous êtes en train de construire votre business, votre première étape, c'est la rétention. Pourquoi ? Parce que la rétention, ça signifie 3 choses. La première chose, ça signifie que vous avez trouvé un product market fit. Si vous avez de la rétention, ça veut dire que vous avez un product market fit. C'est facile, c'est simple, c'est évident. Après, le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire avoir de la rétention. Alors là, c'est compliqué. Ça peut vouloir dire des choses très différentes en fonction des business. Et des fois, il y a des business qui réinventent les normes. Par exemple, vous prenez une boîte comme Capitaine Train. Qui ici utilise Capitaine Train ? Ok. Putain, on est dans des populations biaisées ici. Alors, un truc assez dingue avec Capitaine Train, c'est que les gens qui utilisent Capitaine Train une fois utilisent Capitaine Train à vie. Le problème, c'est de les faire switcher. C'est la différence entre avoir du succès et avoir un product market fit. Capitaine Train a un product market fit évident. Lorsque quelqu'un commande, il commande à vie. Ça, c'est un product market fit. Le problème, c'est comment convaincre quelqu'un d'aller pour la première fois sur Capitaine Train. Et alors là, je peux vous dire, c'est le moment où vous commencez à avoir des cheveux blancs. Pourquoi ? Parce que l'acquisition dans le cas de Capitaine Train est affreuse. Elle est hyper compliquée. Oui, alors c'est mieux que Voyage SNCF. Bah pourquoi ? Moi, je suis content sur Voyage SNCF. Oui, mais tu comprends pas, l'expérience est beaucoup plus simple. Bah, je la trouve pas compliquée sur Voyage SNCF. Oui, mais en fait, le site est mieux. Bah ouais, je vois pas vraiment la différence. Et donc, vous commencez à rentrer dans des débats sans fin avec les utilisateurs. Mais au moins, vous avez un product market fit. C'est-à-dire que si vous arrivez à convaincre les gens à faire le switch, les gens font le switch à vie. Maintenant, imaginons que Capitaine Train soit la même chose, mais que les gens qui utilisent Capitaine Train, lorsqu'ils utilisent Capitaine Train, de temps en temps, ils utilisent aussi Voyage SNCF. Dans ce cas-là, la boîte ne vaut rien. Elle vaut strictement rien. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose si l'entreprise que vous êtes en train de faire n'a pas quelque chose de nouveau dans le monde du voyage. Et alors, elle est où la nouveauté dans Capitaine Train ? C'est que les taux de cohorte sont hyper élevés. 2 ou 3 fois la norme du secteur. Et alors, pourquoi Capitaine Train excite les investisseurs ? Pourquoi Capitaine Train est une boîte intéressante ? Parce que justement, c'est 2 ou 3 fois la norme du secteur. C'est une rétention hyper élevée. Et alors, construire sa rétention, ça veut dire construire son produit. Parce que le signe d'une bonne rétention, c'est le signe d'avoir un bon produit. Attention, la pire façon de construire un bon produit, c'est d'itérer tout seul dans sa cave en espérant que la chose soit parfaite d'après votre point de vue. Si vous comprenez ce framework, vous comprenez qu'il faut être sur le marché en 2 heures et qu'il faut itérer tous les 2 heures. Parce que par définition, la seule façon de construire une rétention réelle, c'est de construire une rétention qui soit fondée sur l'usage réel des gens. Or, comment observer l'usage des gens dans le temps si vous mettez déjà 6 mois avant de commencer à valider cet usage ? Et construire sa rétention, ça ne nécessite pas des nombres, ça ne nécessite pas des chiffres extraordinaires. Si vous arrivez à montrer que 99 personnes sur 100 personnes que vous avez invitées utilisent votre produit tous les jours pendant 6 mois, c'est une forme de rétention exceptionnelle qui n'existe pas. Et faites attention à ce que vous racontez sur la rétention. Par exemple, si vous tapez « Qu'est-ce qu'une bonne rétention » sur Internet, ou sur Quora, je l'ai fait avant de venir, ça m'a fasciné. Tapez « What's a good retention » sur Quora, et vous avez des posts extraordinaires qui analysent ce qu'est une bonne rétention. Mais le gros problème de ces posts, c'est qu'ils supposent que vous êtes déjà un business lancé et en voie de maturité. Effectivement, avoir plus de 30% de rétention, lorsque vous êtes un produit mass market, c'est extraordinaire. Avoir 30% de rétention lorsque vous êtes une start-up qui a quelques centaines de clients, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que sur votre cible initiale, sur les gens les plus early adopteurs, les plus aptes à venir tester quelque chose de pas prêt, vous en avez gardé très peu. Et ça, c'est terrible. Parce que regardez ce qui se passe. Imaginez que je vous dis, vous avez un type qui est un fanatique.
il est fou de vous et il vous écrit 20 lettres d'amour par jour. Vous vous doutez bien que si je vous présente quelqu'un qui ne vous connaît pas, il ne va rien faire. Il ne va pas du tout avoir la même attitude. Ben, c'est la même chose. Vos premiers utilisateurs, par définition, sont forcément les gens les plus fanatiques que vous n'aurez jamais. Parce que c'est des gens qui ont réussi à être convaincus alors que rien n'était prêt. Et les gens qui sont convaincus alors que rien n'est prêt sont des gens qui sont convaincus par quelque chose qui est juste le projet. L'erreur que font les entrepreneurs, c'est de penser que dans le temps, les chiffres s'améliorent seuls. Que vous allez commencer avec des rétentions faibles et que petit à petit, cette rétention va augmenter. Oui, c'est vrai, mais vous avez besoin le plus rapidement possible de la faire exploser, cette rétention. Tant que cette rétention n'explose pas, tout ce que vous faites n'a pas de sens. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai bien besoin d'un minimum d'acquisition, etc. Effectivement, vous ne pouvez pas fabriquer de la rétention si vous n'avez personne qui vient sur votre site. Mais il y a une différence entre faire le minima et optimiser. Faire le minima, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement avoir un flux suffisant d'utilisateurs pour vérifier votre rétention. Donc vous n'avez pas besoin de mesurer, vous n'avez pas besoin d'optimiser, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Vous avez juste besoin que par exemple 200 ou 300 personnes viennent par jour et que le boulot soit fait ainsi pour que ça arrive. Donc ça veut dire soit un peu d'acquisition payante si vous êtes un produit payant, soit de l'acquisition gratuite si vous êtes dans un produit gratuit, avec de la pub, de l'emailing ou je ne sais pas quoi. Mais vous n'avez pas besoin de vous dire « je vais envoyer un mailing à 1 million de personnes ». Parce que par définition, vous ne savez pas si votre produit est prêt ou pas. Donc cette première étape, cette étape de construction de la rétention, c'est une étape essentielle. Et d'ailleurs, c'est une étape sur laquelle vous reviendrez. Et vous reviendrez très souvent parce que vous passez des seuils de construction de rétention. Au fur et à mesure que votre produit évolue, vous allez passer des seuils où il va falloir revérifier. Ensuite, une fois que vous avez construit votre rétention, il faut construire votre acquisition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire construire son acquisition? Ça veut dire faire en sorte que des gens viennent et ça veut dire rentrer dans une logique d'analyse de vos stratégies d'acquisition une par une. Alors comment on fait? On fait ça très simplement. On prend un tableau, on met la source d'acquisition, par exemple Facebook, AdWords, email, etc. On divise chaque campagne par campagne, on met le nombre de gens qu'on a acquis et on calcule le coût que ça nous a coûté. Alors, quelque chose que je vois très souvent, c'est que des entrepreneurs me disent « je ne veux pas faire d'acquisition payant parce que ça coûte de l'argent ». Et ils embauchent des stagiaires pour faire de l'acquisition gratuite et ils les payent pendant 7 mois. Alors ça, dans le genre irrationnel complet, ça se pose là, parce que ça, c'est avoir une mauvaise vue de ces métriques. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus efficace? Prendre le salaire du stagiaire pendant 7 mois et le dépenser pendant 4 semaines dans une campagne réussie? Ou d'attendre pendant 7 mois qu'un type glande pour expliquer au bout des 7 mois que franchement, c'est compliqué sans acquisition payante? Alors, je ne sais pas pourquoi l'acquisition payante fait tellement peur aux entrepreneurs. Ça ne coûte pas très cher. Et si vous avez quelque chose de payant, c'est assez no-brainer. Parce que normalement, si vous avez quelque chose de payant, vous avez de la marge. Et normalement, si vous avez de la marge, vous avez de quoi financer de l'acquisition. Et faire du bénéfice à ce stade-là, c'est idiot. Mais ce qui est encore plus idiot, c'est de ne pas impacter le coût temps dans l'évaluation de vos stratégies d'acquisition. Toute stratégie d'acquisition que vous mettez, vous devez avoir un framework personnel pour pouvoir prendre l'ensemble des sources d'acquisition et les comparer les unes aux autres en impactant le temps à l'intérieur de ce framework. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, une pub coûte 1 € le clic, mais un mailing coûte 2 centimes le clic, peut-être qu'il vaut mieux faire la pub, parce que la pub, contrairement au mailing, vous avez mis 15 minutes à la configurer, alors que le mailing, vous avez besoin de 2 heures par email. Et si vous impactez votre temps, 2 heures, mais allez, supposons que vous êtes vraiment cheap et que vous vous dites que votre temps vaut 15 € de l'heure, ou que le temps de votre stagiaire vaut 15 € de l'heure, même 15 € de l'heure, ça fait quand même très cher par rapport à ce que vous pouvez obtenir. Donc, alors, dans certains cas, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que le mailing est quand même la source d'acquisition la plus cheap que vous puissiez imaginer, temps inclus de 10 stagiaires. Mais vous comprenez le principe. Le principe, c'est que vous devez toujours comparer vos efforts dans une sorte de framework qui permet d'unifier la comparaison. Et donc, le temps que vous passez et le coût temps, vous devez l'inclure le plus tôt possible. Et vous devez même traquer le temps que vous mettez
en face des différentes stratégies d'acquisition. Il y a une seule façon de développer cette étape acquisition, c'est de tester des dizaines et des dizaines de moyens d'acquisition différents, d'avoir le plus d'imagination possible et de pousser au maximum, et ensuite de regarder lesquels fonctionnent le mieux et de ne faire que cela. Vous êtes toujours dans deux étapes. Une étape, vous ouvrez, une étape, vous fermez sur ce qui fonctionne le mieux, et quand quelque chose fonctionne, vous l'épuisez. Attention, dans l'acquisition, il y a deux problèmes. Premier problème, c'est la liquidité de l'acquisition. Alors, la liquidité de l'acquisition, c'est quoi? C'est que des fois, vous trouvez des miracles d'acquisition, mais ces miracles d'acquisition ne tiennent pas longtemps. On a une startup à The Family qui un jour a découvert une campagne AdWords qui est convertie à 85%. Ils sont venus nous voir euphoriques en disant « Regarde, c'est incroyable, on a dépensé 200 €, on en a gagné 5 000. Donc, on va en dépenser 20 000 et on va gagner 5 millions. » Bon, ils ont dépensé 20 000, ils ont gagné 5 000. Pourquoi? Parce que le gros problème, c'est qu'il n'y avait pas de liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire de la liquidité? Ça veut dire que vous êtes face à une population qui est hyper grande. Alors effectivement, ils ont trouvé une hyper niche d'acquisition. C'est qu'ils ont trouvé les 200 mecs à qui il fallait raconter un truc pour qu'ils achètent. Mais ce n'est pas parce que vous avez réussi sur les 200 premiers à les faire acheter que vous allez pouvoir passer de 200 à 2000 et de 2000 à 20 000. Donc il faut toujours avoir du doigté dans la façon dont vous augmentez vos stratégies d'acquisition. Ce n'est pas gratuit, les stratégies d'acquisition. Et elles sont rarement infinies en termes de liquidité. Le deuxième problème dans la construction des stratégies d'acquisition, en plus de la liquidité, c'est le rendement décroissant du capital d'acquisition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez grossir, et plus votre coût d'acquisition par personne va monter. C'est très très rare qu'il soit décroissant. Donc encore une fois, si vous démarrez avec un coût d'acquisition délirant, c'est que vous avez un problème. Parce que si au début, votre coût d'acquisition ressemble au coût d'acquisition des sites matures, ça veut dire que le jour où vous serez mature, ce sera exponentiel. Les entrepreneurs font toujours l'hypothèse qu'en grossissant et en marchant, tout sera plus simple. C'est la pire hypothèse que vous puissiez faire. Ce qui se passe, c'est qu'en grossissant et en marchant, tout devient pire. Vous savez, ma mère avait une expression, elle disait quand les enfants sont petits, ils ont des problèmes de petits, et quand ils sont grands, ils ont des problèmes de grands. Et franchement, finalement, on regrette les problèmes qu'ils avaient quand ils étaient petits. Et ben, c'est exactement la même chose dans une start-up. Vous pensez qu'un jour, votre vie sera plus simple? C'est faux. Par définition, plus votre start-up réussit, plus le type de problèmes auxquels vous allez être confrontés sont affreux. Et si vous regardez un sujet comme l'acquisition, bénissez les jours où l'acquisition est simple et profitez-en un maximum. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire quand vous serez grand. Prenons un exemple. Spammer par email. Spammer par email, on est des grands avocats de ça si vous le faites bien. Et on va même faire une semaine entière sur comment spammer les gens par email. Vous êtes une marque mature, vous oubliez. Il y a par exemple, récemment, il y a une grande marque qui est venue nous voir, la BMW, ils ont sorti une voiture électrique. Et ils nous ont dit, ouais, c'est super, on aimerait faire du gros hacking. Comment on peut faire? J'aurais dit acheter une pub à la télé. Et il me dit, ah bon, mais justement, on veut dépenser moins. Ouais, bah vous êtes mal. Vous pouvez pas. Si vous êtes BMW et que vous spammez les gens, ça va très très mal se passer. Parce que par définition, les gens attendent de BMW un comportement qui n'est pas le même que ce qu'on attend d'une start-up sympa, qui a une équipe sympa et qui a des photos sympas et qui respire de loin la nouveauté. Et ça, vous devez avoir le sens de ça étape par étape. Et ça, c'est le premier problème à l'acquisition. Mais ce n'est pas le seul. Vous en avez plein d'autres. Par exemple, plus vous allez acheter de mots qui fonctionnent sur AdWords, plus le prix de ces mots vont augmenter. Parce qu'ils vont devenir concurrentiels. Et vous allez vous faire vous-même votre propre concurrence en voulant acheter de plus en plus de volume. Donc, par définition, quoi que vous fassiez, si vous trouvez quoi que ce soit en acquisition qui fonctionne mieux que le reste, vous devez être au courant de deux choses. Un, c'est la durée de vie limitée. Ça dure jamais. Il n'y a que les diamants qui durent forever, mais le reste, ça ne dure pas. Et la deuxième chose, c'est que mine de rien, vous allez avoir un problème. C'est de réussir à être de plus en plus créatif alors que vous êtes de plus en plus une marque établie.
Et c'est pour ça que dans votre tête, vous devez distinguer les problèmes de riches et les problèmes de pauvres. À l'inverse, quand vous êtes pauvre, ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Par exemple, moi, je vois énormément de startups, aparté. Une des questions qui me fascine le plus, c'est pourquoi les Français sont incapables de A/B tester leur pricing. Franchement, j'ai vu des Américains à longueur de journée faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50% des gens qui viennent sur votre site, ils ont un prix A. 50% des gens qui viennent sur votre site ont un prix B. Vous voulez l'attitude moyenne d'un entrepreneur américain? Il vous dit, bah, c'est cool, j'ai A/B testé, puis je vais ré-A/B tester, et puis ils A/B testent jusqu'à l'enfer pour trouver le pricing juste. D'accord? En France, quand vous dites ça à quelqu'un, les gens vous disent, mais imagine que quelqu'un découvre qu'on a mis un prix différent à quelqu'un d'autre et que là, il appelle le Conseil de l'Europe et la police vient nous chercher. C'est une caricature. C'est drôle parce que, encore une fois, ça montre que les gens, lorsqu'ils sont tout petits, dans leur tête, ils se comportent comme si déjà ils étaient très grands. Alors on peut se dire c'est une bonne nouvelle, ils ont de l'ambition, etc. Mais non, en fait c'est bloquant. Si lorsque vous êtes petit, vous essayez de concurrencer des gros avec des stratégies de gros, bah par définition vous allez perdre. David il tue Goliath parce qu'il a une arme. Oubliez jamais ce détail dans l'histoire. Parce que franchement dans l'histoire David et Goliath, quand on la raconte aux enfants, c'est n'importe quoi. On dit David a gagné contre Goliath. Mais non, c'est David avec une arme a gagné contre Goliath à main nue. Et cette arme, c'est toute l'astuce. Dans votre cas, c'est exactement la même chose. Vous avez besoin de construire de l'astuce, vous avez besoin d'être précis, vous avez besoin de faire en sorte que toutes les stratégies que vous menez en termes d'acquisition, vous soyez le plus wild et le plus violent et le plus divers possible. Parce que c'est le seul moment dans votre histoire où vous pourrez faire ça. Normalement, si vous avez maîtrisé ces deux premières étapes, à savoir rétention et acquisition, vous pouvez passer à la troisième étape, c'est-à-dire que là, vous avez deux choses qui tournent très bien. C'est-à-dire que les gens que vous acquérez deviennent des clients. Et bien vous pouvez passer à l'étape d'optimisation de votre activation. Alors, optimiser l'activation, ça veut dire quoi? Assez basiquement, ça veut dire avoir une home page ou une landing page bien foutue. Alors, qu'est-ce qu'une home page? Qu'est-ce qu'une landing page? Une home page, c'est la page sur laquelle des visiteurs vont tomber en tapant votre adresse directement. Ils ont entendu parler de vous dans la presse, ils ont été sur Google, etc. Ils vont tomber sur une page, vous ne savez pas qui ils sont. Ne jamais, jamais envoyer la moindre stratégie d'acquisition sur votre home page. Jamais. Parce que par définition, si vous avez une stratégie d'acquisition, ça veut dire que vous savez qui vous avez targeté. Et vous devez faire une page spécifique par target. C'est ce qu'on appelle une landing page. La différence entre une landing page et une home page, c'est que les home pages ont pour vocation à convertir les gens et à ouvrir. Les landing pages ont vocation à ne donner aucun autre choix que convertir les gens parce que vous savez comment vous les avez acquis. Je vais vous montrer ça. Prenons ça. Ça, c'est une home page. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens qui finissent ici sont des gens où on ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils ont fait avant. On suppose qu'ils sont à peu près intéressés par ce qui se passe. Et donc, vous voyez, vous avez un truc, et puis vous pouvez explorer plus si vous n'êtes pas encore convaincu. Donc, vous avez différentes sections. Maintenant, prenons une landing page. Je ne sais pas si elle marche encore. Voilà. Ça, c'est une landing page. C'est-à-dire que les gens qui arrivent ici, là, pour le coup, c'est un mailing qui a été envoyé aux utilisateurs de Kappa. Qu'est-ce que ça veut dire que quand les gens arrivent ici? Ça veut dire qu'on sait qui ils sont. Alors, on sait que les gens, ils sont plutôt sensibles à la presse. Donc, vous voyez, sur la home page, la presse était à la fin. Là, la presse est tout de suite. Parce que c'est des gens qui sont sensibles à la social proof. Ensuite, vous avez tout de suite le programme. Et vous remarquerez que en haut, il n'y a plus de menu. Les gens ne peuvent rien faire sur cette landing page qu'acheter ou dégager. Ils ne peuvent pas avoir plus d'infos, rentrer dans le détail, etc. Parce qu'on considère qu'ils sont dans notre cible et qu'on considère que toutes les infos dont ils ont besoin est sur cette page. Ce qui permet en fait de simplifier le problème
Et ça permet en fait, en plus de créer de l'attention. Donc vous voyez, à la fin, il y a un truc où il y a marqué promo exclusive, acheter coup d'état dans moins de 28 minutes. C'est comme ça que vous créez de l'urgence. Vous créez de l'urgence parce que vous avez ciblé une population spécifique, que vous savez qui elle est, que vous allez montrer de l'information, et rien n'est trop beau. Hein. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu la subtilité du bouton « Je m'inscris » sur la droite, qui est vraiment fin et d'une grande élégance. Rien n'est trop bon pour acquérir les gens. Les entrepreneurs sont des timides. C'est insupportable. Ils n'osent jamais faire ce qu'il faut faire pour réussir. Par exemple, hier, on était à la campagne avec les entrepreneurs de The Family, c'était très sympa. Et on avait cette conversation d'un type qui me dit « Mais c'est complètement dingue votre truc, on dirait les pubs de télé-shopping satisfait ou remboursé. » Et je lui dis « Oui, satisfait ou remboursé, que tu le veuilles ou non, ça marche. Que vous le vouliez ou non, ça peut faire con, vous pouvez vous sentir mal à l'aise. C'est peut-être pas la notion d'élégance que vous avez vis-à-vis de votre boîte, mais ça marche, ça fait le job. Quand vous dites à quelqu'un c'est satisfait ou remboursé, ben, il réfléchit moins. Et en fait, le taux de remboursement, il est très faible. C'est comme ça. Parce que si vous n'êtes pas trop mauvais et si vous avez un peu confiance dans votre produit, ben, vous savez que vous n'aurez pas une émeute de remboursement. Et de toute façon, si vous avez une émeute de remboursement, vous feriez mieux de faire autre chose et fermer votre business. Donc, par exemple, à Coup d'État saison 1, on avait fait satisfait ou remboursé. Je crois qu'on a eu une demande de remboursement ou deux. Donc c'est pas grave. Effectivement, il y a une ou deux personnes qui ne se sentaient pas à l'aise, qui n'ont pas trouvé leur place. C'est pas grave. Et c'est ça en fait le sujet. Le sujet, c'est qu'il ne faut jamais lésiner sur les moyens que vous déployez. Et surtout en termes d'acquisition, surtout en termes de marketing. Alors les gros boutons, les CTA uniques, le fait de vraiment vous concentrer sur le fait que, parce que vous connaissez... Alors d'ailleurs, prenons un... Tiens, je vais prendre une boîte que je connais là parce que je les vois. Prenons Clineo à la fin. Vous voyez, Clineo, ils font du pressing pas cher. Si vous avez une stratégie d'acquisition payante sur Clineo, vous allez vous dire, moi, je vais prendre une landing page qui va présenter les bénéfices de mon pressing, qui va faire un truc sympa pour montrer aux gens que ce que je fais, c'est sympa. Si moi, j'étais en charge de l'acquisition, je ferais un truc hyper hardcore. J'irais sur Facebook et je prendrais des catégories hyper précises. Par exemple, les étudiantes de moins de 25 ans. Et les étudiantes de moins de 25 ans, je les enverrai sur une page qui dit « Toutes les étudiantes dans ton genre utilisent ce service. » Parce que ça permet ABC. Et puis après avoir fait les étudiantes, j'aurais fait les étudiants. Puis après, je ferai les cadres. Puis après, je ferai les gens qui travaillent chez Dell. Puis après, je ferai je sais pas quoi. Et je ferai comme ça des pages hyper précises où je dirais oui, chez Dell. Alors, d'ailleurs, il y a même une stratégie d'acquisition, vous pouvez pousser le vice hyper loin. On est en train de lancer une boîte là, qui s'appelle Nestor, qui fait de la livraison à domicile. Et on leur a dit, franchement, les gars, c'est des boulots de logistique, vous allez galérer à scaler. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez réserver votre site internet aux gens ayant un email en lazare.fr et en rothschild.com. Et tous les gens qui n'ont pas un email en lazare.fr ou en rothschild.com doivent aller en liste d'attente. Double effet qui se coule. Premier effet qui se coule, les mecs de Lazare ou Rothschild vont avoir l'impression que ça a été fait pour eux, que c'est un partenariat d'entreprise. Parce que vous n'imaginez pas ce que les gens supposent quand quelque chose est comme ça. Après, c'est pas du tout le cas, mais c'est pas grave, vous jouez sur l'effet. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que les gens qui ont laissé leurs emails, vous pouvez regarder entreprise par entreprise qui a laissé son email, et ensuite vous pouvez décider de lancer des entreprises en ouvrant, je sais pas, en Dell.com ou en pwc.com, etc. Parce qu'ils visent ils livrent de la bouffe le midi pour remplacer les plateaux repas. Donc vous voyez la différence entre une stratégie extrêmement bien organisée d'acquisition et une stratégie neutre où vous allez vous dire, bon, bah, s'il y a un type qui veut bien mon plateau repas, je le livre, je vais quand même pas refuser quelqu'un. Le fait de créer de l'ouverture et de la fermeture font partie des stratégies d'acquisition. D'ailleurs, vous pouvez même pousser le vice encore plus loin. Vous pouvez acquérir des gens pour ne pas les livrer. Ça veut dire quoi? Imaginons que vous êtes sûr qu'une cible donnée est hyper intéressante pour vous. La meilleure façon d'acquérir quelqu'un, c'est de lui dire que c'est pas prêt et que vous êtes sur liste d'attente. Même si vous l'êtes. Pourquoi? Parce que vous allez créer un sentiment d'urgence, vous allez créer un sentiment d'exclusivité. Et pensez vraiment technique de drague à 2 balles. Chaque fois que vous imaginez une technique de drague à 2 balles par le pire bolos, vous l'appliquez en ligne et en général ça marche.
Ça interroge beaucoup sur la nature humaine. Mais c'est comme ça. Et donc, notamment, l'une des meilleures façons de draguer, c'est de faire croire qu'on est en couple. Si vous allez sur les sites de drague quantitative, là, vous savez, ces espèces de timbrés qui donnent des conseils, les 1, 2, 3 pour choper n'importe qui, ils vous disent le meilleur truc, c'est de faire croire que vous êtes en couple. Et il y a même des outils maintenant sur Internet pour créer des fake profiles qui postent des messages sur votre profil. Parce que les gens en couple sont beaucoup plus attractifs que les gens seuls. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà pris. On se dit que s'il est déjà pris, c'est qu'il a déjà été validé, qu'il a déjà été testé. Et ben c'est exactement la même chose sur un site Internet. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous lancez, si vous avez besoin de créer de l'attente, si vous avez besoin de créer du sentiment, l'une des meilleures façons d'acquérir des gens, c'est de les acquérir pour leur dire que c'est pas disponible. Parce que c'est une forme de frustration. Sur les stratégies d'acquisition, quand je dis qu'il faut en tester plein, c'est qu'il faut en tester plein. Le jour où vous rentrez en mode « j'acquiers des gens », vous testez des centaines et des centaines de méthodes différentes en parallèle. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous mettez en mode acquisition, vous vous mettez en mode acquisition à fond. Et c'est pour ça qu'il faut être très, très discipliné dans les différentes étapes que vous mettez en place et aux différents moments. On verra des stratégies d'acquisition, on rentrera dans le détail en semaine 6, je crois, sur les stratégies d'acquisition, mais vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut faire pour acquérir des gens. Mais ça ne sert à rien de faire tout ça si vous n'avez pas vérifié avant votre rétention, et ça ne sert à rien de faire de l'acquisition massive si après vous ne travaillez pas votre activation. Parce que si vous allez acquérir, si vous gardez les gens et que vous arrivez à en acquérir plein, mais que vous n'arrivez pas à leur expliquer clairement ce que vous faites et que les gens rebondissent, ben c'est perdu. Mais vous comprenez que ça ne sert à rien de réfléchir à comment activer les gens si vous n'avez pas plein de gens qui viennent. Donc c'est vraiment une question de tempo. Hop. Non. Comment on met full screen ? Ah oui, d'accord. Donc, une fois que vous avez construit votre acquisition, votre activation et votre rétention, vous pouvez passer à l'optimisation de vos revenus ou de votre referral. Alors, faites très attention aux stratégies qui consistent à faire recommander votre site internet malgré les gens. Autant je suis un partisan de pousser les trucs à bout, autant je suis un partisan de faire en sorte que vous soyez un petit peu violent avec vos utilisateurs, autant je suis un partisan du harcèlement moral version web, j'assume, autant il y a une ligne à pas franchir, c'est l'intimité des gens. Or, le wall Facebook, c'est devenu un objet intime. Les gens qui postent de force sur les réseaux sociaux pour le compte des gens se retrouvent dans des situations comiques parce que les gens se plaignent en commentaire. Si vous voulez faire de l'anti-pub, faites ça. Forcez les gens à faire quelque chose qu'en fait ils ne voulaient pas. Forcez les gens à faire quelque chose dont ils ne se rendaient pas compte qu'ils en avaient envie, c'est plutôt une bonne stratégie. Mais faire quelque chose dont les gens n'ont pas envie, c'est très mauvais parce que vous vous mettez dans une situation où les gens vont entendre parler de vous, mais de la pire façon qui soit. L'exemple typique étant RestoIn, qui je pense est le pire site internet du monde, où à chaque fois que vous commandez sur RestoIn, ça poste sur votre wall Facebook. Et ça vous arrive 2 fois dans votre vie, vous arrêtez d'utiliser RestoIn. Et c'est même pas la première fois que vous vous connectez. Vous ne pouvez pas décocher l'option, vous ne pouvez pas l'enlever. À mon avis, la stratégie d'acquisition de RestoIn est à 0. Hein. Enfin, je connais personne qui supporte ce genre de choses. Et c'est normal de ne pas supporter ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que l'acte de referral doit être un acte spontané. Alors, petit growth hack à la con, que peu de gens utilisent, mais simplement de dire partager ou liker, et les gens le font. C'est con, mais si vous dites sur votre post partagez-le, les gens le partagent. Si vous dites likez-le, les gens le like. Alors, problème de ce genre d'outils, c'est que vous ne pouvez pas les utiliser à chaque post. Si à chaque post vous dites likez-le ou partagez-le,
Bah, ça marche une fois, deux fois, puis c'est décroissant en fait. Donc c'est à vous de savoir quand est-ce que l'utiliser est important ou pas important. Les stratégies de revenus et les stratégies de referral, elles sont très communes parce que c'est des stratégies qui consistent à obtenir le consentement final de la personne après un long processus de conviction. Si vous demandez à quelqu'un qui n'aime pas votre produit de recommander votre produit, vous allez vous retrouver avec des effets de bord très pervers. À l'inverse, si vous détectez que quelqu'un est un utilisateur massif de votre produit et que vous lui demandez ça comme une faveur, vous allez avoir des effets hyper positifs autour de votre produit. Et vous pouvez avoir des stratégies, ensuite vous pouvez travailler le referral de façon très précise et très disciplinée. Par exemple, Airbnb a créé une équipe au support client pour envoyer des cadeaux automatiquement aux gens qui ont plus de 5000 followers. Donc Airbnb est capable de savoir quand vous commandez sur Airbnb si vous êtes une personne d'importance ou pas. Et vous allez être traité par 2 supports clients différents. Une sorte de support VIP, une sorte de support pour les autres. Et qu'est-ce qu'il fait le support VIP ? Il laisse des fleurs dans votre appartement avant que vous arriviez. Il vous envoie des chocolats, vous envoie un bon de réduction, il vous envoie un petit mot personnalisé, etc., etc. Ça a énormément d'impact sur les stratégies de referral. Parce que dans ce cas-là, le referral va être spontané. Imaginez, vous arrivez dans une chambre et Airbnb vous a laissé un petit mot. Par exemple, j'en ai vu un récemment. Des amis ont pris un appart parce qu'ils s'étaient mariés et ils sont arrivés, ils avaient un petit mot. Félicitations pour vos fiançailles ou votre mariage, plus quoi. Qu'est-ce que vous croyez que dans la seconde, les types ont fait ? Étant donné qu'ils ont plus de 5000 followers, ça montre déjà leur psychologie. Ils ont pris le truc et ils l'ont posté. Airbnb, so sweet, ils prennent soin des gens. Effectivement, Airbnb ne peut pas faire ça. Vous imaginez que si à chaque réservation, Airbnb va et met un petit mot et essaie de personnaliser ce petit mot en fonction de la vie des types, ils vont faire faillite. C'est pas sustainable. Par contre, si vous mettez la barre à un endroit suffisamment haut, mais à la fois suffisamment bas pour que ce soit intéressant pour eux, finalement, entre acquérir 5000 followers payants sur Twitter et payer une carte et un stagiaire pour l'écrire en 3 minutes, c'est bien plus intéressant de payer la carte et le stagiaire. Mais ça ne l'est pas si vous tombez en dessous de 5000 followers. Donc si vous voulez être bien traité par Airbnb, achetez du mass follow et faites monter votre nombre de followers. La seule façon de mesurer le revenu, c'est de mesurer, en fait, quand vous êtes dans une startup, c'est de mesurer les cash flows. Faites très attention, et ça je le dirai jamais assez, faites très attention en termes de métriques à confondre engagement, comptabilité d'engagement et comptabilité d'encaissement. Parce que énormément de startups peuvent avoir des promesses de commandes, énormément de startups peuvent avoir l'impression qu'ils sont sur le chemin de faire des revenus, et ça a un effet psychologique énorme sur le reste de l'équipe. Notamment si vous êtes en B2B, la pire façon de décourager votre équipe, c'est de communiquer sur le montant des leads en cours. Et pourquoi ? Parce que les gens se disent dans leur tête, lead en cours égale lead réussi. Et donc argent en cours égale argent réussi. Ces frameworks-là, ils servent à 2 choses. Ils servent à vous dire quoi analyser, mais ils servent surtout à vous dire quoi cacher. Les informations que vous décidez de ne pas communiquer à l'équipe, et surtout de ne pas vous communiquer à vous-même d'ailleurs, sont la meilleure façon de vous mettre dans la bonne psychologie. Par exemple, si vous faites un réseau social, prenons l'exemple du réseau social, et que vous mesuriez votre acquisition, et que vous prenez cet élément comme un élément que vous communiquez à votre équipe et à vous-même, vous risquez de tomber dans le drame de tous les réseaux sociaux, c'est qu'au début, la nouveauté crée de l'inscription. Pourquoi ? Parce que tout le monde a envie d'essayer le dernier truc cool. Tout le monde a envie de s'inscrire. Et en général, si vous n'êtes pas trop mauvais, les inscriptions, ça fait ça sur un réseau social. Plus ou moins. Mais c'est forcément dans ce sens-là. Et qu'est-ce qui se passe quand ça va dans ce sens-là ? Psychologiquement, en général, vous êtes heureux. Et si vous avez un ennemi, c'est le contentement. Vous avez besoin de regarder la réalité en face. Et la seule façon de vraiment regarder un réseau social, c'est de regarder la rétention. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile d'acquérir les gens sur un réseau social que de les garder tous les jours.
Et c'est vrai pour à peu près n'importe quel concept. Imaginons vous êtes un e-commerce. E-commerce, vous vous dites, moi, mon but c'est de vendre des trucs, donc si je vends des choses, je suis plutôt content. Et donc vous allez regarder votre chiffre d'affaires et vous allez voir qu'il y a une sorte de croissance du chiffre d'affaires. Terrible. En général, si vous n'êtes pas trop branque dans un e-commerce, les 6 premiers mois sont des mois de croissance. Parce que vraiment, à moins d'être le pire branque de l'histoire de l'humanité, si vous avez un truc à vendre et que les gens le veulent, vous finissez par trouver des gens qui veulent l'acheter. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que pour faire un e-commerce qui fonctionne, il faut vendre plus vite et plus rapidement que tous les autres. Donc si vous êtes un e-commerce, ce n'est pas vraiment le revenu auquel vous allez vous attacher. C'est plutôt l'activation. C'est-à-dire le pourcent de gens qui ont acheté. Et là, c'est une toute autre affaire. Pourquoi ? Parce que ça, c'est prédictif du moment où vous allez atteindre un plafond. Si vous lancez un site de e-commerce et que vous êtes à 0, vous allez forcément passer assez naturellement à X. X étant le nombre de gens que vous allez acquérir sans trop d'efforts parce que vous avez une niche initiale autour de votre produit. Ce X, il est plus ou moins élevé. Et donc, forcément, au début, vous avez de la croissance. Mais votre but, c'est d'anticiper les plateaux de croissance. Et le plateau de croissance dans le e-commerce, il est où ? Il est le jour où vous avez épuisé ce X. Et comment on fait pour prédire le moment où vous allez épuiser ce X ? On regarde tout simplement le pourcentage d'activation. Si vous avez 1% d'activation, je peux vous dire que votre X va s'épuiser beaucoup plus rapidement que si vous avez 30%. Donc si vous faites un e-commerce, vous allez tout de suite mesurer le plus rapidement la métrique de menace. Et vous allez tout de suite travailler dessus. Et surtout, vous n'allez pas communiquer. Par exemple, si vous voulez faire faillite à un e-commerce, faites à chaque fois qu'il y a une vente, les gens reçoivent un email dans la boîte. Vous n'imaginez pas comme les gens peuvent mettre leur niveau de contentement bas. Et c'est vrai pour vous, c'est vrai pour les gens avec qui vous travaillez. Si vous avez envie que les gens se surpassent, vous devez mettre la barre à un endroit objectif, à un endroit mesurable et à un endroit dur à atteindre. Si ce n'est pas dur à atteindre, si vous avez un sentiment que ça va bien, que ça se passe bien rapidement, vous n'allez jamais déployer l'effort. Et ce qui va se passer, c'est toujours la même histoire. C'est que vous allez être content 6 mois, vous allez atteindre un plateau, vous allez rentrer dans le déni face à ce plateau, qui est oui, alors ça allait, maintenant ça va plus, c'est les vacances. Ou en fait c'est pas la bonne saison, ou en fait les gens machin ils étaient pas contents, on va lancer telle nouvelle feature, et vous allez rentrer dans toutes les excuses du déni les unes après les autres avant de réaliser qu'en fait non, vous êtes juste à un plateau de croissance, et vous allez faire le travail que vous auriez pu faire dès le premier jour, c'est regarder pourquoi les gens n'activent pas, commencer à creuser et changer votre activation. Donc vous voyez, si vous réfléchissez bien dans ce framework est un outil super. Si vous l'utilisez mal, c'est un outil catastrophique. Et alors, ce que vous devez comprendre, c'est que dans chaque étape, je vous ai donné tout à l'heure la métrique quantitative. C'est-à-dire, je vous ai dit, quand vous allez acquérir des gens, vous allez devoir regarder le nombre de gens que vous allez acquérir en fonction de chacune des sources. Quand vous allez activer les gens, vous allez regarder le pourcentage de gens qui arrivent dans votre acquisition et combien de pourcents vous allez réussir à faire passer. Quand vous allez regarder votre rétention, vous allez regarder la cohorte des gens et à quel point cette cohorte est réussie ou pas réussie. Et est-ce qu'elle va dans le bon sens ou est-ce qu'elle va dans le mauvais sens? Est-ce qu'elle s'écroule vite ou est-ce qu'elle s'écroule pas vite? Vous allez regarder votre revenu et voir est-ce que votre chiffre d'affaires est en croissance ou est-ce qu'il n'est pas en croissance. Tout ça, c'est du quantitatif. Mais le quantitatif, d'abord, vous avez 2 façons de le faire. Soit vous le faites en absolu et en vous disant que finalement, ce que vous allez essayer d'évaluer, c'est que à vue de nez, ça va bien. Soit vous allez le faire de façon comparative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de façon comparative? Ça veut dire que pour chacune des étapes que je vous ai données, vous n'allez jamais adopter une stratégie, mais toujours à minima 2 stratégies en parallèle pour faire des tests AB. Hyper important dès que vous avez un peu de liquidité sur votre site. Pourquoi? Évidemment, si vous êtes au tout début, test AB, c'est pas terrible. Pourquoi c'est hyper important? Parce que la croissance, encore une fois, peut être trompeuse. Vous ne savez pas si votre croissance est impressionnante ou si elle ne l'est pas
tant que vous n'avez pas atteint un plateau et tant que vous n'avez pas essayé de choses. Par exemple, on a une boîte chez nous qui fait un soft... j'ai promis de ne pas donner les noms quand les anecdotes étaient embarrassantes. Donc, elle fait un soft, voilà. Bon, je ne vais pas en dire plus. Ils sont venus avec un élément de fierté énorme qui est leur taux de conversion. Vous imaginez 10% des gens qui viennent sur notre homepage s'inscrivent. J'aurais dit pourquoi 10% c'est impressionnant. Alors, c'est facile, hein, c'est toujours la même question qu'on pose. Pourquoi c'est impressionnant? C'est impressionnant parce que c'est beaucoup, ça fait 6 mois qu'on itère et on est arrivé à une version à 10%. Alors comment vous itérez? Toutes les semaines on fait une nouvelle version. Ok, génial. Et alors vous avez fait des tests AB? Non, on n'a jamais fait de test AB. Faites des tests AB. Je dis mais comment on fait un test AB? Je dis vous prenez votre homepage actuelle et vous faites l'extrême inverse de cette homepage. Donc la homepage contenait beaucoup de textes, beaucoup d'explications. Vous enlevez tous les textes et vous enlevez toutes les explications. La homepage contenait aucune photo, donc vous mettez des photos. La homepage ne demandait pas l'email, mais c'était sur la page d'après qui demandait l'email. Mettez l'email sur la homepage. C'est vous prenez le point sur lequel vous êtes et vous allez à l'extrême inverse de ce point et de la façon la plus ridicule possible. Donc ça a donné une homepage avec une phrase, un email et une inscription. Et ils sont passés à 70% de taux de conversion. Ceci n'est pas une blague. Ce genre de truc, on le voit tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'hypothèse préalable? L'hypothèse préalable, c'est qu'ils ont optimisé un état. Ils avaient un truc, ils ont changé des mots, ils ont changé des trucs, et effectivement, ils ont fait de l'optimisation. Ils sont passés de 4 ou 3% de conversion à 10%. Mais à aucun moment, ils ont fait un changement de paradigme. Un changement de paradigme, c'est quoi? C'est dire, ok, j'ai un chemin sur lequel je suis en train d'optimiser. Si ça se trouve, en fait, c'est l'orthogonale qui vend. Et si ça se trouve, c'est l'orthogonale qui vend, vous êtes obligé de le tester. Vous savez, on a la blague inverse. On a des types, ils avaient une homepage, ils avaient exactement, parce qu'ils ont commencé à avoir ce type de homepage, ils se sont dit, bon, on va pas déconner, on va copier. Et puis pareil, alors vous leur dites, il est bien ton taux de conversion? Ouais, il est bien, je suis à entre 7 et 10%. Il était comment au début? Ah, il était mauvais, on a amélioré. Vous avez fait du test AB? Non, on n'a pas fait de test AB. Ok, on va faire un test AB. Alors vous leur faites faire quoi? Vous leur faites faire un site long, avec plein de textes, plein de features, plein de machins, pas trop agressif, et qui ne demande pas l'email tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que normalement, ça ne devrait pas mieux convertir, en théorie. Manque de peau dans leur cas, c'est plus 30%. Vous ne pouvez jamais savoir. Je ne sais pas si je l'ai mis là, la blague. Pendant très longtemps, il y avait un truc sur Internet. À chaque fois que vous assistiez à un cours de conversion, on vous racontait toujours la même chose, c'est que sur une homepage, il faut mettre une femme, parce que les femmes convertissent sur Internet. Et d'ailleurs, si vous pouvez regarder, à peu près tous les SaaS du monde ont une nana qui a l'air de travailler sur leur homepage. Vous allez sur la page d'Asana, les mecs sont en flou et il y a une nana qui ressort. Vous allez sur la homepage de, je sais pas, Blue Kiwi, il y avait une nana. Vous allez sur la homepage de Basecamp, il y a une nana. Et puis, un jour, les mecs d'Aira, ils se sont dit, tiens, c'est marrant, pourquoi on ne mettrait pas un mec qui nous ressemble sur la homepage? Comment ça, un mec qui nous ressemble? Bah ouais, un peu terne, avec un polo, qui a l'air de travailler dans une DSI. Et ben ils ont fait plus 120% de conversion. Et pourtant, c'est l'une des leçons, vraiment, je vous assure, dans les années 90, vous allez dans n'importe quel séminaire de marketing en ligne, on vous dit, mettez des femmes sur votre homepage. Le problème, c'est que l'Internet, c'est le royaume du contextuel. Si vous ne prenez pas votre framework comme une excuse pour contextualiser tout ce que vous faites et placer ce que vous faites dans une expérience, et c'est-à-dire que vous mettez ça dans une logique où vous allez passer d'étape en étape sur les différentes étapes de construction, de paradigme extrême en paradigme extrême, vous ne saurez jamais si ce que vous faites est au top ou pas. Vous ne saurez jamais si ce que vous faites est mou ou dur. Et vous avez besoin de dur, vous avez besoin de pousser au maximum. Donc, faites très attention quand vous faites du quantitatif, c'est pour ça que c'est entouré en carré. Privilégiez, lorsque c'est possible, le comparatif. Alors, évidemment, le comparatif, ce n'est possible qu'à partir du moment où vous atteignez une certaine liquidité.
Ce framework que je vous ai présenté, ce n'est pas un framework de type je fais l'étape. Donc, Oussama a dit qu'il fallait commencer par la rétention, donc je travaille ma rétention. Puis après, j'arrête, parce que maintenant, je travaille mon activation. Il ne s'agit pas de faire les étapes les unes après les autres et de penser que c'est une checklist. Vous devez plutôt voir ça comme un entraînement journalier. Tous les jours, vous allez faire les 5 étapes. C'est juste que la quantité de temps que vous allez consacrer par étape et par jour va être plus ou moins importante en fonction de votre focus. Parce que vous comprenez bien que même au tout début, vous avez besoin de faire un peu d'activation, vous avez besoin de faire un peu d'acquisition, vous avez besoin de faire un peu de revenus dès le début. C'est juste que votre focus, c'est la rétention. Et lorsque votre focus de rétention a atteint un stade qui vous semble être satisfaisant, vous passez à l'étape d'après. Et donc la façon de voir ça, c'est vous imaginez une pile de sable. Chacune des actions, c'est une couleur. Et vous allez mettre vous allez avoir plus ou moins de sable en fonction des actions. Mais tous les jours, vous devez faire le cycle complet. Parce que le cycle, par définition, a besoin d'être complet. Donc ce qui veut dire qu'au début, vous ne pouvez pas être dans le comparatif. Au début, vous allez être dans le quantitatif pur et vous allez être dans l'amélioration. Et vous allez alterner 2 phases. Vous allez alterner une phase qui est une phase d'instinct et une phase d'extrême. Où semaine après semaine, vous allez faire des choses le plus extrême possible juste pour créer du mouvement. Un peu comme si vous essayez de redémarrer un cœur et vous dites au début, il faut mettre des électrochocs. Le type, il est dead et il faut y aller. Et il faut mettre des électrochocs à fond. Et puis, normalement, si le cœur repart, et ben là, vous pouvez comparer. Vous pouvez prendre le type et le faire courir contre un autre. Mais tant que le type n'est pas capable de se lever parce qu'il est sur la table d'opération, vous n'avez pas d'autre chose à faire que d'y aller à fond et d'essayer étape par étape des méthodes pour faire redémarrer le cœur. Et ça veut dire qu'au début, votre seul outil, c'est votre instinct. Mais le but du jeu, grâce à ce framework, c'est de sortir le plus rapidement possible de votre instinct pour rentrer dans une logique de comparaison. Alors, quelle est la meilleure façon de faire ça? C'est de faire du qualitatif. Alors, le qualitatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme au début, par exemple, vous avez 50 personnes qui viennent sur votre site et vous en avez 25 qui s'inscrivent. Ça a l'air d'être énorme, vous avez 50%. Vous pouvez être content de vous. Ça, c'est mauvais. En général, retenez qu'être content de soi, c'est mauvais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre téléphone et vous appelez les 25, vous prenez votre email, vous écrivez aux 25 qui ne se sont pas inscrits. Et vous essayez de les convaincre à la main de s'inscrire. Parce qu'au début, vous cherchez 100% de taux de conversion. Pourquoi vous cherchez 100% de taux de conversion? Ça ne veut pas dire que vous allez l'atteindre. Ça veut dire que finalement, la valeur, elle n'est pas dans les 25 qui se sont inscrits et qui semblent comprendre ce que vous faites. Elle est dans les 25 qui n'ont pas compris. Alors, soit ils n'ont pas compris parce qu'ils n'étaient pas la bonne cible, et ça, c'est une bonne info, parce que ça vous permettra petit à petit de comprendre qui n'est pas dans votre cible. Et ça a énormément de valeur pour les stratégies d'acquisition. Soit elle ne s'est pas inscrite parce qu'elle n'est pas intéressée ou qu'elle n'a pas compris, parce qu'elle n'a pas compris pourquoi elle pourrait être intéressée. Et le fait d'argumenter à la voix, à la main, en rendez-vous, par email, c'est l'une des meilleures façons de pouvoir modifier et d'itérer sur votre site internet pour augmenter le pourcentage. Ne sous-estimez pas le pouvoir du qualitatif. Ne sous-estimez pas à quel point vous pouvez faire du qualitatif en masse à la main et à des niveaux incroyables. Pensez-y, hein, parler tous les jours à quelqu'un, c'est parler à 365 personnes par an. Parler à 10 personnes par jour, ça fait 3650 personnes par an. Forcément, après avoir parlé à 3650 personnes, vous serez quelqu'un de différent qu'avant leur avoir parlé. Ne sous-estimez pas à quel point tout ça commence par une vue très précise de qui sont les gens et comment les gens se sont comportés dans votre framework. Et l'avantage de les mettre en silo par étape, c'est qu'étape par étape, vous pouvez comprendre ce qui se passe et vous pouvez comprendre pourquoi ça ne passe pas. Par exemple, récemment, j'ai cliqué sur une pub. Ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai cliqué sur une pub, j'étais sur le site, j'ai trouvé ça nul, je me suis barré. Et sur Facebook, donc c'était sur AdWords, et donc les types m'ont retargeté sur Facebook. Et sur Facebook, il y avait marqué « Tu te souviens de l'AdWords ?» Et il y avait un copier-coller de la pub. Alors évidemment, je me suis senti un peu flippé. J'ai cliqué. Et là, il y avait marqué « Peux-tu nous expliquer en 5 lignes pourquoi tu t'es pas inscrit ?»
Et franchement, j'avais la flemme, j'ai trouvé encore plus... Je me suis barré. Et là, les mecs m'ont retargeté avec le form en me disant « Peux-tu nous expliquer pourquoi tu n'as pas rempli le form ?» Et en fait, vous comprenez bien que les gens finissent par céder. Et donc, j'ai répondu que je trouvais que c'était l'idée la plus débile du monde. Et le mec m'a contacté. Et donc, en plus, comme un con, j'ai fait ça par email. Parce que des mails, donc il y a la signature. Donc après, le mec sait qui vous êtes. Et donc, il m'a contacté sur Facebook, il m'a contacté sur LinkedIn, etc. En me disant « Je veux absolument parler 5 minutes ». Mais vous faites quoi après? Vous cédez, vous finissez par parler 5 minutes. Sur tout ce qui est qualitatif, n'hésitez jamais à mesurer les gens sans qu'ils savent qui vous êtes. Les meilleurs au qualitatif, c'est les meilleurs feedbacks qualitatifs, c'est quand les gens ne savent pas qui vous êtes. Par exemple, récemment, on a quelqu'un qui est venu m'expliquer à quel point il trouvait The Family pourri. C'est quand même drôle de le faire avec moi. Moi, j'ai rien dit. Il dit ouais, vraiment, The Family, je déteste, ça m'énerve. Il était là. Ah oui, mais pourquoi tu détestes? Mais parce que machin. Et après, la personne me dit, et toi, tu fais quoi dans la vie? Mais c'est génial parce que c'est énormément de bons feedback. Bon, à part qu'elle est folle et parano, parce que les reproches, c'était qu'on ne fait pas attention à la confidentialité des idées et qu'on est là pour les piquer en fait aux entrepreneurs parce qu'on est dans un complot judéo-maçonnique mondial. Bon, je ne dis pas que tous les feedbacks que vous obtiendrez comme ça sont utiles. Je dis juste que c'est extraordinaire d'être dans ce genre de position. Parce que les gens, par exemple, Blablacar, il prend souvent la voiture et les gens ne savent pas qui est le patron de Blablacar. Je veux dire, quand vous arrivez sur Blablacar, il n'y a pas une photo de Mazella en grand qui dit « Bienvenue sur Blablacar ». Il n'y a pas un portrait géant de lui. Et il me disait que le truc le plus agréable qu'il avait maintenant dans sa vie, c'est qu'il prenait des Blablacar, il posait des questions sur l'expérience, que les gens finissaient toujours par demander qui il est, et que maintenant il a même le phénomène où il dit qui il est, parce qu'il ne va pas mentir, il ne va pas dire au type en fait, je sais pas, machin. Et là, les types lui disent ouais, c'est ça, et moi je suis le pape. Il a passé un seuil où même en disant la vérité, c'est devenu tellement gros que les gens ne peuvent pas le croire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ne vont pas se dire que le patron de Blablacar, alors que la boîte a levé 100 millions, est encore en train de prendre des Blablacar pour aller d'un point A à un point B. C'est pas possible d'imaginer ça. Et pourtant, c'est la seule façon de construire une bonne boîte. C'est pas, vous pouvez le faire de façon accessoire, vous pouvez le faire sans cœur. Vous pouvez faire du qualitatif sans cœur, mais ça ne marchera pas. Ce qui fonctionne, c'est de faire du qualitatif avec cœur, avec envie et surtout avec un peu d'obsession. Et si en plus ce qualitatif, vous le rangez dans les catégories qu'on a vues aujourd'hui, étape par étape, et que vous arrivez par étape à mieux comprendre les gens qu'eux-mêmes se comprennent, vous allez pouvoir avoir du quantitatif dans une deuxième étape. Parce que le quantitatif, ça demande un peu de volume. Alors, un truc à ne jamais, jamais, jamais faire. Récemment, je me suis retrouvé en office hour où un type m'a mis le framework art dans une colonne. Bon, jusque-là, ça va. Ensuite, il m'a mis les chiffres de sa boîte dans une deuxième colonne. Jusque-là, ça va. Et ensuite, il m'a mis ses 5 concurrents principaux dans les colonnes. Et il a mis en rouge tout ce qui n'allait pas chez lui et en vert tout ce qui allait chez lui. Et alors là, j'ai paniqué. Pourquoi? Parce que regarder la compétition quand on est une start-up, ça suppose 3 choses. D'abord, ça suppose que les datas que vous arrivez à collecter sur vos concurrents soient vraies. Il a été où? Il a été sur alexa.com, il a été sur je sais pas quoi.com et il a regardé ses datas. L'histoire drôle dans ça, c'est que aucun de ces sites ne donne des valeurs réelles. C'est hyper facile de tromper Alexa, c'est hyper facile qu'Alexa se trompe, même si Alexa n'a pas été trompée. Et donc, comparer et prendre des décisions par rapport à de l'information incertaine et incomplète, c'est une erreur. La deuxième chose, c'est exactement comme dans une course. Si quand vous êtes en train de courir, vous êtes obsédé par les gens qui courent autour de vous, plutôt qu'être obsédé par vos foulées, vous allez perdre. Et vous ne devriez, en tant qu'entrepreneur, ne jamais regarder ce que vous ne pouvez pas avoir d'influence sur. Ça peut paraître très contre-intuitif. Vous pouvez avoir l'air intelligent en regardant votre compétition. Le jour où vous allez lever des fonds, on fera semblant que vous connaissez votre compétition. On a même des slides fake là-dessus, faciles à faire. Mais c'est comme les BP.
Tout le monde vous le demande, mais ça ne sert à rien. Et surtout, c'est contre-productif. C'est extrêmement toxique. Et la troisième chose, c'est que si vous voulez faire de l'analyse compétitive, ça demande d'être capable d'avoir de l'info que vous ne pourrez jamais avoir sur les boîtes parce que par définition, vous êtes concurrent et que par définition, les gens vont mentir. Si les types ne sont pas trop branques, ils vont faire en sorte de vous mettre toutes les vanities dont vous avez besoin pour vous démolariser dans la tête. Et ça, c'est un jeu que... Enfin, il y a des entrepreneurs plus ou moins bons à ça, mais vraiment, vous ne devez pas vous tromper sur votre objectif. Votre objectif, c'est l'AB ou le temporel. Mais c'est jamais... Donc, c'est le quantitatif ou le comparatif. Mais c'est jamais d'aller se comparer aux autres et aux compétiteurs. Parce que c'est trop compliqué. Alors, un truc qui est hyper important dans le framework, c'est que là, vous avez eu la version, on va dire, simple et A du framework. Si maintenant, vous voulez l'utiliser d'une façon bien plus intéressante, la bonne façon de le présenter, c'est que chacune des étapes, c'est une colonne dans votre Excel. D'accord ? Et ensuite, vous allez non pas mettre les résultats en cumulé, mais vous allez les mettre par segment. Segmenter vos utilisateurs, segmenter votre cible par l'acquisition, c'est la façon la plus simple de savoir ce qui se passe. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Il y a deux façons dont vous pouvez analyser ce framework. Soit vous l'analysez en spotting, c'est-à-dire que vous allez regarder votre taux de conversion, votre taux d'acquisition, votre taux de rétention, etc. dans l'absolu. Et donc, vous voyez, en face de chaque colonne, vous allez avoir une valeur par semaine et vous allez faire en sorte que cette valeur augmente. Mais ça, c'est compliqué parce que vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Soit vous le faites en deep diving, c'est-à-dire que vous allez regarder chaque ligne de façon autonome par rapport à la source d'acquisition initiale. Alors, je vois des yeux qui se plissent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu de regarder votre activation dans l'absolu, vous allez regarder l'activation des gens que vous avez acquis sur Facebook dans la pub qui cible les mamans. Au lieu de regarder votre revenu dans l'absolu, vous allez regarder votre revenu de la semaine en fonction des gens qui ont été amenés par la pub qui cible les mamans. Je ne sais pas pourquoi je pense aux mamans. Vous comprenez le point ? Le point, c'est que vous avez besoin, le plus tôt possible, de segmenter un maximum vos sources d'acquisition. Et au début, une source d'acquisition peut être mes copains. Pourquoi pas ? Mes amis Facebook, mes followers Twitter, les gens sur mon blog, je ne sais pas quoi. Segment par segment, vous devez être le plus précis possible pour suivre l'évolution. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de découvrir quel segment est plus intéressant qu'un autre et quel segment vous avez besoin d'industrialiser plutôt qu'un autre. Ce framework n'a de sens que si vous le segmentez. Ce framework n'a aucun sens si vous essayez de gérer les données en valeur cumulative et neutre. Et d'ailleurs, il peut se passer même des effets de bord si vous ne comprenez pas les segments. Par exemple, c'est très courant dans ce framework de voir des gens qui plafonnent sur une case et qui plafonnent simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne segmentation. Et notamment parce qu'ils vont regarder en spotting plutôt qu'en segmentation. Vous allez acquérir des gens sur Facebook et ces gens, vous allez les amener sur une page et vous allez avoir un taux de conversion A. Et puis, parce que vous êtes quand même maintenant une équipe un peu plus grosse, et maintenant vous avez un type qui est en charge de l'acquisition, qui n'est plus le même qui est en charge du spotting, de la conversion. Et les taux de conversion s'écroulent. Pourtant, les taux d'acquisition explosent. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce qui se passe, c'est que, OK, vous avez trouvé une méthode pour avoir plus d'utilisateurs qui viennent sur votre site, mais c'est juste que c'est des utilisateurs de moins en moins qualifiés. Et donc, imaginez le drame, vous êtes CEO, vous avez rendu responsable un type de l'activation et un type de l'acquisition. Vous félicitez le mec à l'acquisition, parce que ça monte. En général, on félicite les mecs quand ça monte. Et puis, vous allez punir le mec à l'activation parce que ça baissant.
Or, le type qui est responsable de votre problème, c'est le type de l'acquisition. Ce n'est pas le type de l'activation. Parce qu'en fait, il a tout simplement optimisé, non pas par rapport au cycle complet, mais il a simplement optimisé par rapport à de la vanité, qui est « je veux que ça monte ». Si vous voulez une boîte qui est la représentante de ça, qui a construit un business à plusieurs centaines de millions de dollars là-dessus, sur la vanité, c'est Virool. Je ne sais pas si vous connaissez Virool, V-I-R-O-O-L. Alors Virool, c'est incroyable. Moi, vraiment, rien que le fait que cette boîte existe, ça me fascine. Donc Virool, c'est quoi? C'est des types, vous mettez une vidéo YouTube, ils ont un algo hyper intelligent qui explique comment faire que cette vidéo devienne virale. Et que le nombre de vues de cette vidéo explose. En fait, qu'est-ce que Virool fait? Ils vont sur des sites internet, de jeux vidéo, de machin, et ils disent à des mecs, nous, à chaque fois que on a une vue, quelqu'un nous paye X, donc je vais te verser 80% de X pour forcer tes utilisateurs à voir la vidéo. Donc d'un point de vue parfaitement légal, Virool ne vous ment pas. Quand il vous dit il y a une vue, oui, il y a une vue, parce que pour avoir dans Donjons et Dragons version russe ou ukrainien un niveau de plus, il faut se taper la vidéo en entier, sans l'accélérer, sans la truc. Donc effectivement, YouTube compte ça comme une vue. Vous voyez le point. Mais est-ce que en tant que marque, par exemple, ils ont fait la campagne de BMW, j'y pense parce que les mecs de BMW m'ont raconté qu'ils avaient découvert un outil incroyable qui s'appelait Virool. Et donc le type, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la vidéo sur YouTube et il a été voir son patron en disant « Regardez, grâce à mes efforts, plus d'1 500 000 personnes ont vu la vidéo. » Bon, manque de peau, c'est 1 500 000 personnes qui ont moins de 18 ans et qui vivent en Ukraine. La dernière BMW électrique, là, je pense qu'ils ne vont pas en vendre une seule. Mais les mecs chez BMW, ils n'en ont rien à battre. Parce que le mec chez BMW, il fait quoi? Il va voir son patron et lui dit « Écoute, chef, tu m'as demandé d'avoir des vues, j'ai arrangé ça. » En général, les mecs parlent comme ça dans ces départements. Et résultat, c'est fait. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, vous ne voulez pas tomber dans ce genre de problème. Et c'est pour ça que la seule façon pour vous de regarder vos datas dans ce framework, c'est de ne jamais regarder les étapes indépendamment les unes des autres. Vous pouvez toujours regarder les étapes en deep diving, c'est-à-dire de la première étape, j'ai acquis machin sur tel site, voilà son cycle de vie. Et donc, vous pouvez calculer un ROI. Et ce que vous allez comparer, c'est les ROI. Vous n'allez pas comparer que le taux d'activation. Imaginez que vous ayez dans une source d'acquisition 10%, ça c'est un cas extrêmement classique, qui arrive dans une boîte sur deux. En général, dans une boîte sur deux, c'est vrai, l'acquisition la plus chère produit les revenus les plus importants, mais l'activation la plus faible. On recommence. L'activation la plus chère, l'acquisition la plus chère, produit parmi les activations les plus basses, produisent les revenus les plus hauts. Pourquoi? Parce que c'est de l'hyper-targeting. Si vous avez payé quelqu'un très cher et qu'il est activé, ça veut dire qu'il est intéressé par le produit. C'est dans ces cas-là en fait, où vous avez réussi à cibler des gens extrêmement précisément. Et donc, si vous faites la bêtise de regarder votre taux d'activation en comparaison les uns des autres, vous allez peut-être choisir un taux d'activation plus élevé, mais qui concerne une population beaucoup moins apte à payer. Un autre truc très contre-intuitif qui arrive assez souvent, en général, les taux d'activation les plus élevés produisent rarement les revenus les plus élevés. Parce que l'une des meilleures façons de faire augmenter son taux d'activation, c'est de mentir aux gens sur la promesse finale. Forcément, si vous vous mettez dans un mode hardcore et vous dites « mon seul but, c'est de faire monter mon taux d'activation », qu'est-ce qui va se passer? Vous allez promettre n'importe quoi aux gens. Les types arrivent sur votre site, c'est une nouvelle cafetière, et vous leur dites que ça va sur la Lune. Et les gens se disent « putain, c'est génial, une cafetière qui va sur la Lune ». Alors ils laissent leur email, ils laissent leur contact. Puis au moment de payer, quand ils ont remarqué qu'en fait la cafetière, elle faisait en plus du mauvais café, parce que les avis de consommateurs étaient terribles sur Amazon, les gens, ils n'achètent pas. Pourtant, vous les avez activés. Donc il faut faire très très attention à la vanité.
C'est facile de faire monter les chiffres si votre seul objectif, c'est de faire monter les chiffres. Votre objectif, ça doit être de faire monter les chiffres pour de vrai, pas pour de faux. Les UX designers sont des gens très bien, très importants. Mais ne rendez jamais un UX designer responsable de votre growth hacking. Ce qui est vrai en UX, n'est pas forcément vrai en termes de growth hacking. Prendre un exemple devenu célèbre, on va tous vous envoyer cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, je m'inscris ou je dégage. C'est une vidéo que j'ai faite pour montrer que les homepages qui convertissaient le mieux étaient les homepages qui forçaient les gens à s'inscrire. Dit comme ça a l'air simple, mais pourtant les gens n'osent pas faire ça, ils ont plein de questions. Et Capitaine Train a fait un blog post avec ma vidéo en disant, bon, ça a fait grand débat à Capitaine Train, on a décidé d'essayer, ils ont fait un test AB, et ils ont découvert que j'avais raison. Donc à part mes 5 secondes de contentement sur un case comme ça, il faut comprendre d'où ça vient. Si vous parlez à un UX designer, il vous dira, mon job et mon obsession, c'est d'enlever le maximum de friction. Et je vous encourage à faire travailler votre UX designer sur votre produit. Je vous encourage à avoir le moins de friction possible sur votre produit. Mais la vente, ce n'est pas votre produit. Et dans la vente, les deux mécanismes de la vente sont la frustration et le frottement. Frustrer et frotter, c'est la meilleure façon d'amener quelqu'un à acheter quelque chose. Et donc, par définition, si vous faites la bêtise, par exemple, de donner trop d'infos sur votre homepage, vous prenez la bêtise de ne pas être sûr de convertir tout le monde. Si vous, par exemple, vous indiquez vos conditions générales trop précisément, vous pouvez réduire les ventes, etc., etc. Donc, ne perdez pas de vue qu'il y a deux moments dans la vie d'une boîte. Il y a le fait de faire acheter quelque chose à quelqu'un et il y a le fait de faire en sorte qu'il ne regrette pas son achat. L'UX, c'est le royaume de « je ne regrette pas mon achat ». Le Customer Support, c'est le royaume de « je ne regrette pas mon achat ». Par contre, la première étape, elle, est essentielle. La première étape qui consiste à faire que les gens soient passés à l'acte, c'est une étape brutale. Et cette étape, elle est importante, vous ne pouvez pas passer à côté. Et alors, ça c'est un exemple de la homepage de Quora, qui est même devenue pire maintenant. Ils ont même enlevé l'explication, ils se sont rendus compte que expliquer aux gens ce qu'était Quora réduisait la conversion. Et alors, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut faire attention à la vanité. Et vous allez me dire, et à juste titre, mais s'il faut faire attention à la vanité, pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi dans ce cas-là ne pas faire monter gratuitement l'activation? Parce que si c'est pour faire monter l'activation pour rien, ça sert pas à grand-chose. Et vous auriez raison de dire ça. Mais il y a une petite différence entre l'activation et l'acquisition. Pourquoi faire monter l'activation, c'est hyper important? Parce que vous allez vous constituer l'actif le plus important que vous pourrez vous constituer dans votre histoire, un cimetière. Si vous regardez, j'adore les faits, si vous regardez l'histoire d'une boîte, c'est que petit à petit, au fur et à mesure de votre travail, vous allez améliorer votre produit, vous allez améliorer votre site, vous allez améliorer votre positionnement et réussir du premier coup à trouver la bonne formule magique, c'est impossible. Par définition, c'est impossible. Donc, votre obsession, c'est de vous dire que même si les gens ne sont pas contents, même si les gens ne sont pas gardés, même si les gens ne sont pas utilisateurs, vous voulez vérifier combien de pourcents de gens sont prêts à acheter une promesse que vous ne pouvez pas délivrer et les recontacter aussi souvent que possible au fur et à mesure que la promesse augmente. Imaginons que la qualité de votre site se mesure de 0 à 100 et qu'au début, vous êtes hyper doué, donc vous commencez à 1. Parce que vous êtes vraiment talentueux. J'en connais beaucoup qui commencent à moins 100, hein, juste pour la petite histoire. Donc vous commencez à 1. Donc ça veut dire que 99% des gens qui viennent vont être frustrés. Parce que vous arrivez à tenir votre promesse qu'avec 1% des utilisateurs. Si vous vous dites, je vais inscrire 1% des gens
Et quand j'aurai 2% des gens qui seront contents, j'inscrirai 2% des gens, parce que mon but, c'est d'avoir 100% de rétention. Ok, mais petit problème si vous faites ça. C'est que, effectivement, votre seule obsession, c'est de faire monter la rétention. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas optimiser l'activation. Parce qu'en optimisant l'activation, vous allez pouvoir peut-être passer des seuils, non pas linéairement, mais par seuil. Imaginez que vous avez inscrit 99% des gens. Vous avez un taux d'activation de 100%, mais un taux de rétention de 1%. Si ça se trouve, le jour où votre produit sera disponible pour 10% des gens, vous pourrez harceler les 99 et vous en aurez 10 d'inscrits, etc., etc. Les cimetières sont l'actif le plus important que vous pouvez avoir concernant votre entreprise. C'est extrêmement important d'avoir ce cimetière, de travailler ce cimetière et surtout d'analyser ce cimetière. Et la seule façon d'analyser ce cimetière, c'est d'être dans l'hypersegmentation. Vous ne pouvez pas ne pas segmenter votre cimetière. Si vous ne segmentez pas votre cimetière, vous serez juste vous pourrez jamais faire de la nécromancie de façon efficace. Si vous voulez faire de la nécromancie de façon efficace, il faut savoir quel zombie vous voulez toucher et lequel avant l'autre. Parce que sinon, ça va juste être du spam gratuit et vous allez avoir très 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 peu d'efficacité. Donc vous comprenez que la clé de tout ça, la clé de ce framework étape par étape, c'est la segmentation. Alors, tout ce que vous faites, d'ailleurs là il y a marqué travailler votre landing, mais c'est à peu près tout. Par définition, l'ensemble des étapes de ce framework, vous devez travailler dessus tous les jours. C'est juste que vous allez avoir des points de focus plus ou moins importants et plus ou moins élevés. Mais comprenez que seulement avec un effort journalier, vous allez réussir à monter ça. Et en fonction de votre produit et de la complexité de votre produit, cet effort peut être de plus en plus compliqué. Donc, comment on va conclure ? Vous avez compris les 5 étapes. Sur chacune de ces étapes, retenez-le, vous ne devez mesurer les métriques que d'une seule façon. Alors, cette façon, c'est à vous de le découvrir en fonction de ce qu'est votre produit. Il n'y a pas une métrique standard valable universellement. Si vous avez des questions sur la façon dont vous n'arrivez pas à construire le framework pour votre produit, vous nous l'envoyez sur Slack, on le corrigera. Il n'y a pas de problème. On est à votre dispo. Une fois que vous avez déterminé chacune des étapes, vous devez rentrer dans de la segmentation. Vous ne pouvez pas analyser les étapes sans segment. Votre but, en tant que CEO, en tant que growth hacker de la boîte, c'est que l'ensemble de la boîte se sente responsable de l'ensemble du framework, même si vous divisez les métriques par étape. Vaut mieux diviser les métriques par segment que par étape, d'ailleurs. Pourquoi ? Je vous ai raconté pourquoi tout à l'heure. Si vous rendez, par exemple, quelqu'un responsable de l'activation et qui fait n'importe quoi et que, résultat, ça fausse toutes les datas, vous n'êtes pas bien. Vaut mieux rendre responsable, peut-être que quelqu'un va être responsable d'acquérir les chiens et d'autres les chats. J'essaie de penser dans quel cas ce serait ça, mais bon. Une fois que vous avez le framework qui tourne, vous devez le répéter, le répéter, le répéter, jusqu'à ce que ça finisse par augmenter. À un moment, vous allez atteindre des plafonds. Lorsque vous atteignez un plafond, il y a une seule façon de faire, c'est de changer radicalement. L'optimisation se fait de version en version. Le fait de changer de palier se fait en test AB. Par exemple, vous pouvez changer votre phrase sur la home page pour passer de 3 à 10%, mais pour passer de 10 à 30%, il faut changer radicalement de paradigme. Ne prenez jamais aucun paradigme pour acquis. C'est bizarre, il me manque vraiment la fin de mes slides. Il y avait un exemple que j'adore, c'est l'exemple de iRise, toujours le même exemple. Pourquoi ? Parce que iRise avait une home page typique et ils sont rentrés dans une itération qui s'appelle la long form design page. On verra, il y a des types de pages et il y en a une qui s'appelle long form design. Long form design, c'est quoi ? C'est une page qui répond à un paradoxe très connu de l'Internet, qui est que plus une page est longue, plus elle convertit. C'est un grand paradoxe de l'Internet. Plus une page est longue, moins elle a de chances d'être lue. Il est là le problème.
Le problème, c'est qu'il faut trouver le point d'équilibre entre avoir une page longue, mais qui soit quand même lue. Parce que plus une page est longue, moins elle a de chances d'être lue. Plus une page est longue, plus elle a de chances de convertir. Vous voyez, c'est un min-max et un max-min. Donc, le sujet, si vous prenez iRise, c'est que iRise, en faisant une longue forme, a fait plus 27% de conversion. Quand vous faites plus 27% de conversion, par définition, vous êtes content. Mais la seule façon de vérifier que ce n'est pas une erreur statistique, c'est de prendre l'extrême inverse. Et donc, dans le cas de iRise, ils ont eu d'un côté la longue forme et de l'autre, la page avec rien du tout. Vous savez, ces pages très à la mode. Vous avez une photo, une value proposition, une inscription. Et là, ils ont fait plus 127%. Donc, vous voyez, un résultat peut paraître sympa, mais il est sympa tant que vous n'avez pas essayé l'impossible. Et par définition, votre boulot, c'est de tester l'impossible. Par définition, et ça sert à ça les data, ça sert à ça de mesurer les data, c'est que pourquoi ce framework est important? Parce que ce framework permet de prendre les informations et de les mettre dans un cycle complet entre l'acquisition et les revenus. Et c'est hyper important que vous ne perdiez jamais de vue votre life metric, qui dans la majorité des cas est les revenus.